Selon le dernier rapport de Business Ready de la Banque mondiale publié l'année dernière, le Togo maintient ses progrès dans l'instauration d'un environnement favorable aux affaires. Pour cette nouvelle année qui vient de démarrer, le pays compte s'engager davantage sur le chantier de modernisation de son économie en multipliant les réformes pour améliorer le climat des affaires. Ainsi, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 adopté par l'Assemblée nationale se distingue par une série de mesures fiscales conçues pour améliorer le climat des affaires. Pour cette année, les recettes budgétaires devraient atteindre 1475 milliards de francs CFA, enregistrant une progression de 15,4% par rapport à 2024. Cette augmentation est principalement portée par les recettes fiscales. Ceci permettra de stimuler les activités économiques, surtout locales. De façon générale, le budget 2025 introduit plusieurs mesures fiscales destinées à alléger les charges des entreprises et à promouvoir l'investissement. Les redevances perçues dans la région ouest-africaine par les opérateurs aéroportuaires, les prestataires de services de navigation aérienne et les autorités de l'aviation civile, ainsi que les taxes imposées par le gouvernement, ont de graves impacts négatifs sur l'industrie du transport aérien de la région. C'est la conclusion des précédents rapports du Conseil international des aéroports ACI. À ce jour, les pays africains appliquent les taxes et les redevances aéroportuaires les plus élevées au monde. Ces taxes et redevances dépassent les $100 américains par passager. Et de facto, les billets d'avion reviennent très chers, décourageant les voyageurs à opter facilement pour le transport aérien. Si la situation persiste, c'est la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf qui en pâtira, puisque, selon la CEDEAO, pour soutenir pleinement la ZLECAf, l'Afrique tout entière cherche à créer un marché unique de transport aérien. Pour ce faire, les ministres de l'aviation, les directeurs généraux de l'aviation civile, les responsables et les parties prenantes de l'industrie du transport aérien sont à Lomé pour plancher sur les défis liés au prix élevé des billets d'avion en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre devra déboucher sur des réformes pouvant concourir à la réduction des coûts opérationnels, notamment les redevances et les taxes. Cette rencontre doit aussi ébaucher le processus d'harmonisation des protocoles de sécurité en Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs années, le Togo s'est engagé dans la mise en place de plusieurs initiatives et réformes éducatives qui visent à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement. Ces efforts semblent porter ses fruits. En effet, selon le dernier rapport Financing Africa de la Fondation Mo Ibrahim, il ressort que le Togo occupe la 5e place dans le top 10 des pays africains qui offrent la meilleure qualité d'éducation. En Afrique de l'Ouest, le Togo est classé au 2e rang derrière le Ghana. Ce rang qu'occupe le Togo met en lumière la politique de l'enseignement dans le pays qui consiste à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Pour rappel, plusieurs facteurs ont milité en faveur du Togo dans ce classement. L'on peut citer entre autres l'introduction de l'éducation de base gratuite. Ceci a permis d'augmenter le taux de scolarisation. Par ailleurs, sur le continent, la Tunisie domine le classement, suivi du Ghana, de la Namibie et de l'île Maurice. Partout dans le monde, ils sont les premières victimes des guerres et des crises multiples qui secouent notre époque. Eux, ce sont les enfants. Qu'il s'agisse de Gaza, de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël, du Liban ou encore du Soudan et de la RDC, être enfant signifie aujourd'hui survivre, s'adapter et grandir dans un environnement marqué par la peur et l'insécurité. En 2023, l'UNICEF estimait que 460 millions d'enfants vivaient dans des zones de conflit. Entre autres au Soudan, des milliers d'entre eux, séparés de leurs familles, survivent dans des camps surpeuplés où nourriture, eau potable et éducation sont rares. En RDC, plus de 4 millions d'enfants figurent parmi les 7 millions de personnes déplacées par le conflit, contraintes d'abandonner leur école et se retrouvant dans des situations précaires. En Ukraine, après plus de 1000 jours de guerre, au moins 2406 enfants ont été tués ou blessés, soit 16 victimes chaque semaine. À Gaza, les conflits récurrents ont privé des milliers d'enfants d'une enfance normale. Ils grandissent dans un environnement marqué par la destruction de leur maison, la perte de leurs proches. Les conséquences de ces conflits ne se limitent pas aux pertes humaines. Ces enfants subissent des traumatismes psychologiques perturbant leur développement et compromettant leur avenir.
Pourtant, des cadres internationaux, comme la Convention relative aux droits de l'enfant, sont censés garantir leur protection. Dans la réalité, ces tests peinent à être appliqués, faute de volonté politique des États impliqués. La Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année le 20 novembre, rappelle l'urgence d'agir. Gouvernements, organisations internationales et sociétés civiles doivent garantir aux enfants des opportunités d'éducation, de soins et de réhabilitation. Sauvegarder leur enfance, c'est préserver leur avenir et celui de l'humanité tout entière. En novembre et décembre 2024, le pôle judiciaire antiterrorisme du Burkina Faso a tenu ses 2 dernières sessions de l'année. Parmi les affaires jugées, l'attaque de 2017 du restaurant Aziz Istanbul à Ouagadougou, où 19 personnes ont été tuées. 2 accusés ont ainsi écopé de la réclusion à vie, alors que 85 autres ont reçu des peines de prison allant de 5 à 21 ans. Des amendes s'élevant de 2 à 10 millions de francs CFA ont aussi été infligées à certains d'entre eux. Dans un contexte marqué par une intensification des attaques djihadistes, notamment dans la région du Sahel, les autorités burkinabées ont décidé de placer 3 mineurs dans des centres spécialisés. En parallèle, 64 personnes ont été acquittées. Un entrepreneur basé en Ouganda récupère des dénimes de seconde main provenant de l'étranger et les transforme en vêtements de mode recherchés. Au cœur de la capitale Kampala, le marché d'Owino est l'un des plus grands marchés de vêtements d'occasion. Ici, les acheteurs se bousculent entre les étals remplis de vêtements d'occasion provenant pour la plupart de pays européens. Nous essayons de protéger notre environnement en utilisant des matériaux durables. Nous essayons donc de réutiliser le dénime qui a été jeté ou mis au rebut. C'est donc par là que commence le premier processus. Nous nous approvisionnons en dénime usagé ou en chute de dénime. Nous nous procurons des matériaux, puis nous les acheminons vers nos usines qui se trouvent à Motive sur Port Bell Road, où nous commençons à découper des modèles et des pièces selon des conceptions spécifiques. L'Ouganda importe environ 80 000 tonnes de vêtements de seconde main chaque année selon les données de l'Uganda Revenue Authority. Jetés par les Européens et les Américains, ces vêtements sont souvent achetés à des grossistes puis expédiés dans les pays africains par des intermédiaires. J'aime l'authenticité des produits ici. J'aime la créativité. Je crois qu'ils sortent vraiment des sentiers battus et qu'ils essaient de réutiliser le jean. Cela donne plus de profondeur au dénime et nous permet de l'apprécier davantage. Troy Elimou envoie chaque jour des employés au marché d'Owino pour trier les vêtements de seconde main et sélectionner les meilleures pièces de dénime qui se vendent peu selon les commerçants. Ceux-ci sont ensuite acheminés vers son usine où des tailleurs donnent une nouvelle vie aux articles de mode mis au rebut. D'ici une dizaine d'années, il n'y aura peut-être plus de déchets dans les rues, mais uniquement des vêtements authentiquement portés, provenant d'ici. Je pense que Troy fait du bon travail en éliminant les vêtements de seconde, troisième ou parfois quatrième main. Parce que cette chemise, je pense qu'elle a eu 5 propriétaires avant que je ne l'achète. Les initiatives comme celle de Troy Elimou sont vues par certains comme un moyen viable de gérer l'énorme déversement de vêtements de seconde main en Ouganda. Denim Cartel vend les créations en dénime recyclé à partir de $60. Une petite caravane qui abrite un cinéma d'un nouveau genre. Le dispositif mobile cinéma Tédour se déplace et part à la rencontre des spectateurs. L'objectif est d'offrir ce divertissement à des personnes qui n'y ont pas accès habituellement. Parmi ceux qui regarderont le film, peut-être que 50 d'entre eux développeront un intérêt pour la musique, le cinéma ou encore le théâtre. Au lieu de développer des envies de vengeance lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles, ils penseront à écrire une chanson pour exprimer leur ressenti par exemple. Au-delà du divertissement, ces rencontres sont aussi l'occasion d'inspirer et de motiver les plus jeunes. Des athlètes et d'autres personnalités inspirantes font parfois le déplacement à la rencontre du public.
J'ai connu beaucoup de moments difficiles et je veux leur dire de ne pas abandonner et de persévérer pour atteindre leurs rêves. Nous venons de quartiers modestes et nous n'avons pas reçu les encouragements et le soutien dont nous avions besoin. Nous avons cru en nous-mêmes et nous avons réussi. Je souhaite que ces jeunes résistent, réussissent et rêvent aussi. Rien n'est impossible. Autour de ce cinéma itinérant, plusieurs activités visant à apporter de la nouveauté aux populations et les faire sortir des préoccupations du quotidien. Ces spectateurs ont généralement un accès limité à ce type de divertissement. Malheureusement, les salles de cinéma en Tunisie sont toutes situées dans la capitale. En dehors de Tunis, il n'y en a pas. Nous avons donc décidé d'aller vers eux plutôt que de les faire voyager à 30, 60 ou même 90 km de chez eux pour voir un film. Le cinéma mobile tente également de fournir un service public à la communauté. Des experts s'entretiennent avec les spectateurs lors de séances organisées par l'OMS pour les sensibiliser à la santé publique. Dans la ville de Homs en Syrie, les nouvelles forces militaires au pouvoir poursuivent leur traque des partisans du président déchu Bachar al-Assad. Ces dernières semaines, ces soldats ont effectué des descentes et arrêté des responsables de la sécurité qui, selon elles, travaillaient pour le célèbre réseau de services de renseignement et de sécurité de l'ancien président. Nous avons ciblé les officiers qui refusaient la réconciliation et confisqué une grande quantité d'armes dans ces ruelles à ceux qui refusaient de rendre leurs armes. Aujourd'hui, nous poursuivons la campagne jusqu'à ce que la sûreté et la sécurité règnent dans toute la ville de Homs. Dans cette ville, souvent qualifiée de capitale de la révolution, des espaces ont été mis à la disposition des anciennes forces militaires du pays pour y déposer leurs armes. Pour rappel, en décembre dernier, une insurrection menée par les forces armées du groupe Hayat Tahrir al-Sham a renversé en moins de 2 semaines le régime de Bachar al-Assad, en place depuis 24 ans. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands sont arrivés à Damas vendredi pour la première visite officielle en Syrie de hauts diplomates européens depuis la chute de Bachar al-Assad. Le ministre français Jean-Noël Barrot a visité l'ambassade de France qui a rouvert ses portes il y a quelques semaines après 13 ans de fermeture. Et il y a un peu moins d'un mois, un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens. L'espoir d'une Syrie souveraine, stable et apaisée. L'espoir que les aspirations des Syriennes et des Syriens puissent se concrétiser. C'est un espoir réel, mais c'est un espoir fragile. Et la France se tient aujourd'hui plus que jamais aux côtés des Syriennes et des Syriens pour concrétiser cet espoir. Jean-Noël Barrot a également échangé avec des leaders religieux chrétiens. De son côté, la ministre allemande Annalena Baerbock a souligné que le renouveau des relations entre l'Europe et la Syrie repose sur l'inclusion de tous les citoyens dans le processus politique. Les deux ministres ont ensuite rencontré le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmad al-Shara, chef du groupe HTC qui a renversé Bachar al-Assad, ainsi que des représentants de la société civile. Les premiers contingents de soldats et de gendarmes venus d'Amérique latine sont arrivés ce vendredi à Port-au-Prince. Ils rejoignent la mission de sécurité internationale pour appuyer la police haïtienne à faire face aux gangs qui sévissent dans le pays. Parmi les 80 agents arrivés, 8 soldats venus du Salvador et 75 militaires du Guatemala. Bienvenue à l'avant-garde du Salvador qui s'occupe de la logistique ici, afin que les troupes puissent suivre plus tard. Merci aussi à nos frères du Guatemala d'être venus soutenir la lutte contre l'insécurité. L'arrivée du groupe était attendue depuis longtemps. Elle intervient à un moment critique pour Haïti, qui connaît une augmentation alarmante des attaques armées, notamment dans la capitale.